Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'installation et le fonctionnement du logiciel de sauvegarde Vim Backup et Réplication dans sa dernière version, la version 12. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment déjà installer Vim, ensuite comment mettre en place une sauvegarde de machines virtuelles qui sont sur un hyperviseur Hyper-V, et comment mettre en place une sauvegarde d'un serveur qui ne serait pas forcément une machine virtuelle ou sur lequel on ne voudrait sauvegarder que certains fichiers, pas forcément toute la machine virtuelle. Alors première étape, en termes de fonctionnement, il est conseillé de dédier un serveur à Vim, hein. Vim étant sera en tout cas un logiciel de sauvegarde qui aura accès à l'ensemble de votre réseau, il est préférable de le sécuriser en l'isolant sur une seule machine virtuelle. Globalement, encore en rappel de sécurité, je rappelle qu'il est préférable de mettre un logiciel ou un rôle par serveur. Alors là, j'ai créé un serveur dédié que j'ai appelé srv-vim-ga. Je l'ai laissé hors du domaine, justement au cas où mon domaine se ferait attaquer par un ransomware. Le but, c'est que le serveur de sauvegarde ne soit pas forcément attaqué. On verra au fur et à mesure pourquoi, mais l'idée étant que si quelqu'un a accès aussi bien à notre domaine et à notre serveur de sauvegarde, peut détruire l'ensemble de nos solutions de secours pour revenir en arrière. Donc j'ai plutôt isolé l'authentification de mon serveur Vim. Mon serveur est à jour, je vais donc procéder à l'installation de Vim. Alors pour ce faire, j'ai téléchargé la dernière version de Vim que j'ai déjà mis en ISO dans ma machine virtuelle, donc là je suis sous Hyper-V, et je vais simplement lancer l'installation. Donc je vais ouvrir le setup. On va commencer par cliquer sur Install, et là on va avoir le choix, donc vous avez plusieurs solutions. Moi le but là c'est de vous présenter Vim Backup et Réplication, donc c'est la première option. Une fois que c'est fait, je clique sur I accept. Par défaut, si vous ne mettez pas de licence, vous aurez une version Community Edition qui vous permet de sauvegarder jusqu'à 10 ressources, tant que vous n'en faites pas de profit. Je vous invite à lire les conditions d'utilisation de la licence Community Edition pour avoir plus de détails. La première étape de l'installation, ça va être de vérifier que vous avez toutes les fonctionnalités sur votre serveur. Là, moi, je pars sur un serveur vraiment de base, juste installé avec Windows Server 2022 et les mises à jour. Il va me manquer certaines fonctionnalités, mais l'avantage, c'est que l'assistant Vim va directement nous les proposer et nous les activer. Et une fois que c'est fait, du coup, on a un petit récap. Alors, vous cliquez sur Install. Donc là, on a l'ensemble de l'installation de Vim qui va se faire, donc ça va prendre un certain temps. Il va falloir patienter jusqu'à la fin de l'installation. Voilà, après un petit quart d'heure, l'installation est terminée. Donc là, j'étais sur une configuration en SSD avec un processeur assez performant, donc ça reste une installation assez longue, vous inquiétez pas si elle met un peu de temps. Donc une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Finish, et sur le bureau, on va retrouver maintenant la console de gestion de Vim Backup. Donc on va pouvoir tout simplement l'ouvrir. Par défaut, vous vous loguez, donc vous vous connectez avec la session administrateur de votre serveur. Donc là, on va faire Connect. Et par défaut, on va vous dire qu'il y a une mise à jour à faire sur le serveur sur lequel vous avez installé Vim. Donc vous faites simplement Apply, ce qui va lancer une tâche de paramétrage Vim qui vous confirme que tout s'est bien passé pour votre serveur Vim. Alors, la console Vim, elle est capable de gérer plusieurs serveurs Vim, ça qui est très pratique, hein. Là, dans mon cas, j'en ai qu'un seul, mais on verra tout à l'heure qu'on peut se connecter à plusieurs, lancer plusieurs tâches, c'est très pratique. Alors, voilà la console Vim. Donc, c'est cette console qui va vous permettre de paramétrer vos tâches de sauvegarde. Quand on a encore rien comme ça et qu'on démarre, l'idée ça va déjà être de préparer notre environnement de sauvegarde, et du coup ça va se faire dans le menu Backup Infrastructure juste en bas. Alors c'est ici qu'on va pouvoir créer nos différents dépôts, c'est-à-dire là où on va gérer nos sauvegardes, enfin là où on va les mettre. C'est aussi là où on va pouvoir gérer les serveurs qu'on veut sauvegarder, donc aussi bien nos sources de sauvegarde que nos destinations de sauvegarde. Une fois qu'on aura préparé nos sources de sauvegarde et nos destinations de sauvegarde, on pourra aller créer des tâches ou des jobs qui nous permettent d'utiliser nos sources et nos destinations de plusieurs manières. Alors, tout ce qui va être création de destination de sauvegarde, ça va se faire dans Backup Repositories. Donc Repositories, c'est un dépôt de sauvegarde. C'est là où on dépose les données qu'on va sauvegarder. Alors, la plupart du temps, c'est une baie de stockage, c'est un serveur NAS, c'est un serveur cloud ou un autre partage de fichiers. Tout dépend de vos besoins. Moi, dans mon labo de test, je vais simplement vous montrer comment paramétrer une sauvegarde vers un partage SMB, vers un partage Samba, donc un partage de fichiers. Ça sera sur un de mes serveurs de fichiers de mon domaine, mais du coup, ça vous donne la marche à suivre pour n'importe quel partage de données, que ce soit un partage de données NAS, SAN ou réseau. Alors pour ce faire, on voit qu'on en a déjà un de créé par défaut, qui est le Default Backup Repository, et qui est votre serveur lui-même. Donc ça, en général, on va pas forcément s'en servir, mais plutôt on crée un nouveau avec le bouton Add Repository juste au-dessus. Là, on voit qu'on a plusieurs possibilités. Déjà, on a les Direct Attached Storage, donc ça c'est un stockage qui est directement connecté à votre serveur. On a Network Attached Storage, donc ça c'est tout ce qui va être partage de données ou serveur NAS, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a ensuite tout ce qui est application,
Tout ce qui est appliance avec déduplication, donc ça c'est des matériels particuliers qui permettent d'économiser du stockage, donc notamment des baies de stockage, elles sont citées juste en dessous. Et après on peut également sauvegarder vers du cloud, dernière option. Alors nous on va faire du Network Attached Storage. Là déjà on va choisir avec quel protocole on se connecte, soit en NFS, soit en SMB, tout dépend là du coup de votre du protocole utilisé par votre serveur de fichiers. Moi je vais envoyer ça vers un serveur de fichiers Windows, donc on sera en SMB. Cliquer sur SMB. Et là on va me demander du coup de créer mon nouveau dépôt, donc ce sera un dépôt SMB. Je vais déjà lui donner un nom, alors moi c'est mon serveur de fichiers 1 que j'ai créé dans les précédentes vidéos qui s'appelait srv-vfs1ga, donc fs1 pour file server 1. Et du coup là on va me demander le chemin vers lequel je veux envoyer les données. Alors je vais aller côté serveur de fichiers et préparer ce chemin. Donc là je suis passé sur mon serveur de fichiers qui est dans mon domaine, celui-ci. Je vais créer un nouveau partage de fichiers qui va accueillir mes données de sauvegarde Vim. Alors encore une fois, tout dépend de votre mode de fonctionnement, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, hein. L'idéal pouvant être de créer un partage de fichiers hors domaine, ou un serveur NAS, ou une sauvegarde que vous pouvez déconnecter régulièrement. L'objectif ici, c'est juste de vous montrer comment ça fonctionne. Alors je vais créer un nouveau dossier à la racine de mon disque local C que je vais appeler sauvegarde. Il accueillera les sauvegardes. Et je vais devoir le rendre accessible à Vim sur le réseau. Donc là, on va faire propriété partage, on va faire partage avancé, on va partager ce dossier, et là on voit que par défaut il est accessible à tout le monde. Vu qu'on va y mettre nos données de sauvegarde, c'est pas forcément la meilleure idée. Là, il y a deux possibilités. Soit vous créez un utilisateur dédié à Vim, ce qui est une des solutions les plus propres. Soit vous utilisez administrateur du domaine, ça fonctionnera, mais du coup, c'est peut-être un peu moins sécurisé dans le sens où votre administrateur du domaine peut être corrompu, ou inversement, le fait de le mettre dans Vim peut corrompre l'administrateur du domaine. Là, à des fins de test, je vais simplement prendre l'administrateur, donc bien mon administrateur du domaine, et je vais lui donner l'ensemble des droits sur ce dossier, lecture et modification. On va faire pareil dans l'onglet sécurité, on va adapter les droits. Par défaut, on voit que l'utilisateur a les accès, on ne veut pas forcément que l'utilisateur accède à nos sauvegardes. Je vous rappelle, il y aura l'ensemble des données de la société que vous sauvegardez dedans, donc le but c'est bien évidemment que personne d'autre que l'administrateur accède. Alors vous désactivez l'héritage pour commencer, pour pouvoir modifier les droits, et ensuite on va supprimer les accès aux utilisateurs. Et je valide. Et là, mon répertoire de partage est prêt. Je vais retourner sur mon serveur Vim, du coup, pour terminer l'ajout de ma destination de sauvegarde. Puis de retour sur mon serveur Vim, donc maintenant je vais pouvoir mettre le chemin que j'ai créé juste avant, donc srv-vfs1-ga, et on avait appelé le répertoire sauvegarde. Et là, la première petite particularité, c'est qu'il va falloir spécifier quel identifiant notre serveur Vim se connecte. C'est pour ça que je disais ça pouvait être bien de créer un utilisateur dédié. Donc là, je vais simplement rajouter mon serveur, mon compte administrateur du domaine, parce que mon serveur est dans le domaine, et une fois que l'identifiant de mot de passe est stocké, il peut même être utilisé plus tard pour d'autres accès, on verra tout à l'heure. Donc là ensuite je fais suivant, là ça nous valide l'accès, ça nous laisse l'espace disque restant, et on voit qu'on peut limiter le nombre de tâches maximum en concurrence, donc par défaut 4 c'est bien, on peut aussi limiter le débit si on ne veut pas ralentir notre serveur, on fait suivant. Ensuite, ça vous demande par où vous allez passer pour mettre le cache pendant la sauvegarde, donc ça dépend de votre infrastructure, encore une fois, moi je n'ai que 2 serveurs, donc je peux laisser par défaut. On nous demande si tout est OK. On nous demande aussi s'il y a déjà des sauvegardes existantes qu'il faut réimporter, c'est ici qu'il faut le cocher, moi c'est pas le cas. On applique, et on laisse terminer. Et là on voit qu'on a le récapitulatif, tout s'est bien ajouté. On fait suivant, et fini. Et ensuite, on vous demande est-ce que vous voulez que la sauvegarde de la configuration de votre serveur Vim se fasse aussi sur cette destination de sauvegarde. Alors à vous de choisir, mais par défaut elle se fait en local, ce que je déconseille, il vaut mieux pouvoir la récupérer en cas de plantage de votre serveur, donc là je vais mettre 8. Alors on a terminé d'ajouter la destination de sauvegarde, il va falloir maintenant ajouter la source de sauvegarde, donc ce qu'on veut sauvegarder. Moi je vais vous montrer comment sauvegarder un hyperviseur, donc un serveur qui fait tourner des machines virtuelles. Dans mon cas, ça sera avec Hyper-V. Et je vais vous montrer comment sauvegarder un serveur Windows. Alors au choix, ça peut être une machine virtuelle ou un serveur physique. Alors, pour continuer, c'est toujours dans Backup Infrastructure. Et on va aller dans les serveurs gérés, Manage Servers. On va faire Add Server, pour moi, vous voyez que j'en ai pas. Et le premier que je vais vous faire, c'est mon serveur Hyper-V. Vous voyez que vous avez d'autres choix ici. On peut faire du VMware, on peut simplement ajouter un serveur Windows autonome, un serveur Linux autonome, ou après on a encore du Kubernetes, d'autres serveurs Vim Backup. Microsoft Hyper-V pour mon hyperviseur, je vais cliquer dessus. Là, soit on utilise vraiment un autre Hyper-V, donc vraiment l'hyperviseur, le serveur, soit on peut même se connecter à un partage SMB3 d'un serveur. Donc là, la solution la plus simple
et la plus pratique, ça reste de sélectionner Hyper-V. Là, vous allez mettre le nom de votre serveur. Alors moi, j'en ai simulé un en machine virtuelle que j'ai appelé srv-p-hv-ga. Donc pour serveur, P pour physique, HV pour hyperviseur et GA pour Geek Advisor. Donc là, je vais faire suivant. Ensuite, on me demande de choisir si c'est un SCVMM, donc System Center Virtual Machine, ou un cluster, ou un serveur en standalone, donc un serveur tout seul. Moi, c'est un serveur tout seul, donc c'est la troisième option. On va adapter selon vos besoins. Ensuite, pareil, pour pouvoir récupérer la liste des machines virtuelles, il va falloir se connecter à ce serveur. Normalement, un hyperviseur, il n'est pas dans le domaine. En tout cas, ça dépend des configurations, mais un hyperviseur en autonomie, en standalone, va être hors domaine. Donc, il va falloir spécifier les identifiants et mots de passe propres à ce serveur Hyper-V. Là, si je clique là-dessus, je vois que dans la liste, j'ai les identifiants que j'ai créés tout à l'heure, donc les identifiants de nom de domaine. Donc, c'est pas les bons. Moi, j'en ai créé des propres à mon serveur. Donc, je vais faire ajouter. Et dans le nom d'utilisateur, je vais donc me connecter à l'hyperviseur, mais en domaine local, en machine locale. Donc je mets le nom de la machine, anti-slash, le nom d'utilisateur administrateur. Pareil que pour tout à l'heure, dans l'idéal, vaut mieux créer un utilisateur dédié. Là, je suis en démonstration, donc je me connecte en administrateur. Je mets le mot de passe de la machine en local, je valide, je clique sur suivant. Là, on va avoir une tentative de connexion. On voit qu'elle a fonctionné puisqu'il va vérifier s'il y a déjà eu une installation de Vim ou pas qui a été faite. Et là, on voit que le service de transport Vim et l'intégration Hyper-V vont être installés. Donc là, on va faire suivant et l'installation va se faire. Voilà, une fois que c'est fait, on peut cliquer sur suivant et sur terminer. Maintenant, toujours dans la création de mes différents objets de mon infrastructure de sauvegarde, je vais aussi ajouter mon serveur Windows autonome que je veux sauvegarder. Alors pour la démonstration, je vais vous montrer la sauvegarde du dossier 6 vol de mon serveur Active Directory. Alors je vais à nouveau faire add, je vais prendre serveur Windows cette fois. Là, je vais mettre le nom de mon serveur Active Directory, donc c'était srv-vad1-ga. Et là, je vais devoir me connecter à ce serveur-là. Alors là, c'est un serveur du domaine, donc je peux récupérer les identifiants que j'ai déjà créés tout à l'heure. Ça m'évite de les retaper. Je fais suivant. On a le même principe que pour notre serveur IP. Je fais appliquer. Et voilà, une fois que c'est terminé, on peut cliquer sur Finish. Donc là, si je récapitule, j'ai créé une destination de sauvegarde. Donc mon serveur de fichiers, ici, dans Backup Repositories, on voit mon serveur de fichiers qui est un partage SMB, et on retrouve le chemin de ma sauvegarde. On voit la capacité, on voit ce qui reste de libre, et on voit que pour le moment, il n'y a rien qui est utilisé puisque je n'en fais encore aucune sauvegarde. Si je retourne dans mes serveurs gérés, Manage Servers, je vais retrouver mon Microsoft Hyper-V Server, donc mon serveur Hyper-V, mon hyperviseur. Je vais retrouver mon serveur Active Directory, et je retrouve aussi mon serveur Vim, celui sur lequel je suis connecté actuellement. Alors maintenant, on a une source de sauvegarde, on en a même plusieurs, et on a une destination de sauvegarde. Il va falloir maintenant créer la sauvegarde, créer la tâche de sauvegarde, ou en anglais le job. Alors si je retourne dans Home, c'est là où je vais retrouver la liste de mes jobs, donc de mes tâches de sauvegarde. Et nous, ce qu'on va faire là déjà, c'est une tâche de sauvegarde classique pour un hyperviseur. Alors on va cliquer sur Backup Job en haut, et là on a la liste de toutes les possibilités. Alors si on veut sauvegarder les machines virtuelles sur un hyperviseur, je clique sur Virtual Machine tout simplement. Ça va nous ouvrir l'assistant pour créer une nouvelle sauvegarde. Je vais pouvoir lui mettre un nom. Alors mettez un nom compréhensible, puisque vous allez avoir plusieurs sauvegardes et que vous allez avoir des résultats de sauvegarde par email par exemple. Le but c'est de savoir très rapidement qu'est-ce qui correspond à quoi. Alors moi je vais par exemple appeler sauvegarde VM, puisque je n'en ai qu'une. On peut la passer en priorité élevée si on veut augmenter les ressources allouées à cette sauvegarde, si on a plusieurs qui se font en même temps. Cliquez sur suivant. Et là je vais pouvoir ajouter toutes les machines virtuelles que je veux à la sauvegarde. Alors je vais faire add, et là on va retrouver notre serveur Hyper-V qu'on a ajouté tout à l'heure. Si j'en avais créé plusieurs, ajouté plusieurs, je les aurais toutes dans la liste, ce qui me permettrait de faire une seule tâche de sauvegarde pour toutes mes machines virtuelles, peu importe où elles se trouvent, même si elles se trouvent sur une centaine de serveurs différents. Ça c'est très pratique. Donc là sur mon serveur un peu fictif, on va dire, j'ai créé une machine virtuelle que j'ai appelée serveur à sauvegarder, et on la retrouve ici du coup. Si j'avais une liste de 10 machines virtuelles, elle serait toutes ici. Je fais simplement add, et vu que je n'ai rien mis dans ma machine virtuelle, on voit qu'elle fait seulement 4 mégas, mais ici sinon, ça récupère directement la taille de sauvegarde. Et je peux, en changeant l'ordre, ici avec up and down, faire passer des machines virtuelles avant certaines autres. Je fais next, là j'ai paramétré ma source, maintenant on me demande où je veux sauvegarder, donc ma destination. Et si je vais dans Backup Repository, si je clique ici dans la liste, je retrouve ce que j'ai créé tout à l'heure, donc mon serveur de fichiers. Je vais pouvoir le sélectionner. Je vais pouvoir décider de ma stratégie de rétention, donc ma rétention policy, donc c'est le nombre de jours où je garde mes versions de sauvegarde.
Alors si je fais une sauvegarde par jour et que je laisse 7 jours de rétention, j'aurai donc 7 versions de sauvegarde de retour en arrière. Je peux décider de garder certaines sauvegardes plus longtemps que d'autres. Je peux rajouter une deuxième destination de sauvegarde si je le souhaite. Et dans Avancer, on va trouver un certain nombre d'options intéressantes. Donc on va aller dans Avancer. On va déjà avoir le type de sauvegarde qu'on veut faire, soit du reverse incremental, soit du incrémental. Donc incrémental, c'est que par ma première sauvegarde qui sera complète, toutes mes sauvegardes suivantes dépendront de la sauvegarde précédente. On fera seulement la différence de la sauvegarde précédente. Par défaut, on a une sauvegarde full ou complète qui se fait périodiquement. Alors, par défaut, c'est le samedi. Le samedi, en général, c'est un jour moins chargé en termes d'utilisation de vos serveurs, donc effectivement, c'est pas mal, et ça permet de laisser le dimanche au cas où la sauvegarde complète met plus de temps. Donc en incrémentiel, si je résume, j'ai une sauvegarde complète le premier jour, et tous les jours suivants, j'ai juste la différence avec le jour précédent. On peut aussi faire du reverse incrémental. Alors ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la dernière sauvegarde sera toujours une complète, et on fait en fait des incrémentiels pour les versions les plus anciennes. Alors ça prend plus de temps, parce que mon dernier fichier sera toujours une complète. C'est plus sécurisé, mais ça prend plus de temps et plus de ressources. Ensuite, on peut automatiquement vérifier l'état de santé des fichiers de sauvegarde. Je vous conseille de le faire, donc selon vos ressources, encore une fois, mais une fois par mois, c'est pas mal par défaut, par exemple le vendredi soir, mais vous pouvez changer selon vos jours de charge. Donc ça, c'est vraiment pratique d'avoir une vérification automatique de l'état des fichiers. Alors, ce qui vous empêche pas de faire des vérifications périodiques manuelles du bon fonctionnement de votre sauvegarde, c'est-à-dire de faire des tests de restauration de certains fichiers ou certaines machines virtuelles. Ensuite, dans l'onglet stockage, storage en anglais, on peut décider d'exclure certains fichiers, notamment les fichiers de swap ou les fichiers supprimés. Donc, par défaut, c'est coché, c'est bien comme ça. Et on peut augmenter ou réduire le taux de compression. Alors, plus je réduis le taux de compression, ben, moins ça va prendre de CPU sur mon serveur de sauvegarde. Donc, moins ça va prendre de processeur, de charge processeur sur mon serveur de sauvegarde. Par contre, plus ça va prendre de place. Et plus j'augmente la compression, ben, moins ça prendra de place, mais plus j'augmente la taux de consommation CPU. Et du coup, je peux aussi décider de la taille des blocs que je vais sauvegarder, que je vais faire transiter, donc 4 mégas, 1 méga ou plus petit. Donc, dernier menu qui est très intéressant dans cet onglet, c'est le chiffrage. Donc, par défaut, les fichiers de sauvegarde ne sont pas chiffrés. Alors, ce qui veut dire que n'importe qui récupère les fichiers de sauvegarde peut accéder à l'ensemble des données que vous avez sauvegardées. Sachant qu'on sauvegarde l'ensemble des machines virtuelles des sociétés, en général, ben, l'individu qui accédera à ces fichiers aurait accès à absolument toutes les données de la société. Donc là, ça va être très important d'activer le chiffrage si vous sauvegardez des données d'entreprise. Mais attention, si vous mettez un mot de passe de chiffrage, alors à voir selon vos besoins, mais une des recommandations, c'est au moins 20 caractères. Si vous mettez en place ce chiffre, le problème, c'est que personne ne peut vous le redonner. Donc si vous le perdez, ben, vos fichiers de sauvegarde ne sont plus utilisables. Donc à manier avec précaution, même si c'est très important. Onglet suivant, notification, pareil, hyper intéressant. On a vu dans une précédente vidéo le serveur PRTG qui permettait de récupérer des notification SNMP, donc là on peut en envoyer à ce type de serveur, ou on peut s'envoyer un email. Dans les deux cas, ça envoie le résultat de vos sauvegardes. Et j'insiste là-dessus, une sauvegarde qui n'est pas surveillée, c'est pas une sauvegarde fonctionnelle. Parce qu'une sauvegarde qui fonctionne plus, peut-être ça arrive malheureusement souvent. Donc ça doit être surveillé. C'est pas parce qu'on a paramétré une sauvegarde qu'elle fonctionne. Pour être sûr qu'une sauvegarde fonctionne, il faut vérifier son résultat et faire des tests de restauration réguliers. Et si vous voulez exécuter des scripts particuliers avant ou après votre tâche de sauvegarde, c'est ici que ça va se passer. Donc là, maintenant que c'est fait, et vous pouvez valider. Alors, une bonne stratégie de rétention, c'est pareil, c'est à adapter selon votre société, du même que la destination de sauvegarde, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on conseille de faire une sauvegarde qui respecte la règle des 3-2-1. Alors 3-2-1, c'est 3 versions des données sur 2 supports différents, dont un hors site ou un déconnecté. On fait suivant. Et on va arriver sur la page suivante qui permet 2 choses intéressantes. Alors, on a la première case qui est Enable Application Aware Processing. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait une sauvegarde d'une machine virtuelle, on peut demander à Vim de réaliser les tâches dans la machine virtuelle propres à certaines applications. Donc, je vais vous donner un exemple. Quand on sauvegarde une base de données crée des journaux de transactions, et ces journaux ne sont jamais supprimés sauf si une sauvegarde est faite. Si vous faites une sauvegarde au niveau hôte, au niveau hyperviseur, votre logiciel de base de données qui est dans l'invité, donc dans la machine virtuelle, ne saura pas qu'il a été sauvegardé, ne supprimera jamais ces fichiers journaux. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, vous aurez beaucoup de fichiers journaux qui prendront énormément de place. Le fait de cocher cette case, Vim va pouvoir, à l'intérieur de votre machine virtuelle, donc ce qu'on va appeler le guest OS,
donc le système d'exploitation invité, va pouvoir à l'intérieur prévenir le logiciel que la sauvegarde a été faite et donc appliquer les tâches propres aux applications dans votre VM. Et après, on a une autre option qui est hyper intéressante, donc qui est l'activation de l'indexation du système de fichiers invités, donc Enable Guest File System. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir restaurer les fichiers à l'intérieur des machines virtuelles sans restaurer toute la machine virtuelle. Par défaut, là, si on coche pas ça, si je veux restaurer le fichier qui est dans un de mes serveurs à la date d'hier, il faut que je restaure l'entièreté de ma machine virtuelle et que j'aille récupérer mon fichier. Le fait d'ajouter l'indexation du système invité, moi je vais pouvoir aller récupérer à l'intérieur vraiment le catalogue de fichiers qui se trouve dans cette machine virtuelle. Et bien évidemment, pour faire tout ça, puisque je dois rentrer dans les machines virtuelles, puisque je dois connecter à l'intérieur pour soit supprimer des fichiers pour tout ce qui est connaissance d'application, ou soit récupérer la liste des fichiers pour l'indexation, il me faut bien évidemment les identifiants de connexion pour mes guest OS, donc pour mes systèmes d'exploitation invités. Donc là, quand vous avez toutes vos machines qui sont dans le même domaine, c'est très simple, ça va être vos identifiants administrateurs du domaine. Et après, vous pouvez directement faire un test si vous voulez, ici. Donc là, on va faire suivant. Et dernière étape, on va pouvoir programmer la tâche de sauvegarde. Alors, bien évidemment, une tâche de sauvegarde, l'idée, c'est de la programmer régulièrement. C'est d'avoir des versions de sauvegarde régulières, donc de ne pas en faire seulement une occasionnellement. Alors, on va pouvoir cocher Run the job automatically, donc lancer la tâche de sauvegarde automatiquement. Le but étant de mettre une sauvegarde en dehors des grosses charges de travail, puisqu'elle va consommer de la ressource, mais en même temps de ne pas la mettre trop tard pour éviter qu'elle se termine au moment où les gens reprennent déjà le travail, où les utilisateurs reprennent le travail. Et juste là, au milieu, on peut dire combien de fois la tâche de sauvegarde va retenter au cas où elle aurait échoué. Par défaut, c'est 3 fois avec 10 minutes entre les tentatives. Alors ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. C'est à voir selon votre configuration, mais moi en général, je vais simplement faire un seul essai, et plutôt que d'attendre juste une fois 10 minutes, je vais plutôt attendre une trentaine de minutes entre les deux essais. Donc là, je vais appliquer, et ça va me faire un petit résumé de ma tâche de sauvegarde, et je peux directement le lancer quand j'ai terminé, mais nous on va le lancer à la main pour voir comment ça se passe. Ma tâche est ici, sauvegarde VM, on voit le type, on voit le statut, là elle est stop, elle n'est pas faite, et on voit la destination, donc target, SRV, VFS. Je vais lancer cette tâche de sauvegarde. Alors moi, savoir que la machine virtuelle que j'ai créée, c'est une machine virtuelle fictive, donc mon indexation guest va pas fonctionner. Je vais simplement aller la décocher avant de lancer la tâche de sauvegarde pour qu'on voit ce qui se passe. Pour lancer la tâche de sauvegarde, je vais simplement faire bouton droit et Start. On voit que j'ai aussi le bouton Active Full qui me permet de faire une sauvegarde complète à la demande si j'ai besoin. Donc là je fais Start. Je peux voir là en dessous le début de la sauvegarde. Alors on voit que là elle est en statut Starting. On voit que là notre serveur Vim est en train de créer la liste des machines qu'il doit sauvegarder. On voit serveur à sauvegarder là qui apparaît. Donc là ma sauvegarde est terminée. Donc voilà comment on fait une sauvegarde de machine virtuelle Hyper-V. Et si je reclique dessus, je vois du coup la liste de mes machines virtuelles juste ici. Alors je vous ai montré comment sauvegarder une machine virtuelle, ou plusieurs depuis un hyperviseur. Maintenant je vais vous montrer comment simplement sauvegarder des fichiers, ou même un serveur entier, mais qui serait autonome, donc soit un serveur physique, soit sur un hyperviseur dont vous ne voulez pas forcément tout sauvegarder. Alors je l'avais créé déjà tout à l'heure, mon serveur Active Directory, donc je vais simplement créer ma tâche de sauvegarde. Donc je vais faire Backup Job. Et je vais faire cette fois Windows Computer, puisque là c'est un ordinateur autonome. Donc on voit que j'ai d'autres possibilités, Linux, Mac, Unix, ou même un partage de fichiers qui serait par exemple sur un NAS ou sur une baie de stockage SAN. Donc encore une fois, ce qui est très pratique avec ce logiciel, c'est l'ensemble des possibilités qu'on a. On peut tout centraliser en termes de sauvegarde et aller récupérer un peu partout des données et les sauvegarder dans plein de destinations différentes, tout depuis le même serveur et la même console. Alors, je vais faire Windows Computer dans mon cas, et là on va avoir plusieurs possibilités. Soit je sauvegarde une workstation, donc ça c'est un simple ordinateur, un PC, typiquement un PC Windows 10 ou 11. Je vais avoir serveur, donc là c'est si je veux sauvegarder la totalité d'un serveur, donc si je suis plutôt en OS Windows Server, peu importe la version. Et après failover cluster, donc là c'est un cluster de basculement, c'est si vous avez un cluster de basculement dans votre réseau. Donc là moi je veux simplement faire un serveur autonome, je vais cocher serveur. Je fais suivant. Je vais de nouveau devoir donner un nom, donc là je vais l'appeler sauvegarde AD1. Toujours comme avant, je peux cocher priorité élevée. Je vais pouvoir ajouter les serveurs que je protège, donc là c'est un serveur individuel, donc je vais faire add individual computer. Je vais mettre le nom que j'ai mis tout à l'heure, donc c'est srv ad1-ga, et je vais mettre l'identifiant et le mot de passe que j'utilise pour m'y connecter. Donc je rappelle, là je suis dans le domaine, donc je prends mes identifiants du domaine. Je fais suivant, et là je vais avoir plusieurs possibilités. Soit je sauvegarde l'ensemble de la machine
en incluant ou non les disques USB, soit je sauvegarde certains disques, le disque C, le disque D, ainsi de suite, un volume, une partition, soit je sauvegarde que certains fichiers. Donc là, dans mon cas, je veux juste sauvegarder un dossier pour faire le test et pour vous montrer comment ça fonctionne, donc je vais garder cette option-là. Et là, je peux soit sélectionner des presets, donc des préconfigurations, donc tous les fichiers du système, soit tous les fichiers personnels, ou certains fichiers en particulier, ou les trois. Donc moi, je voudrais juste sauvegarder un dossier en particulier. Là, pour le test, ça va être le dossier 6vol de mon serveur Active Directory, donc qui se trouve sur mon serveur, qui est donc sur le disque C, dans le répertoire Windows et le répertoire 6vol. Je fais suivant. Et là, je vais retrouver les mêmes fonctionnalités qu'avant. La stratégie de rétention, donc c'est-à-dire combien de temps je garde les données. Donc là, je vais simplement faire suivant. Je peux à nouveau appliquer ou non détection des applications installées. Donc là, elle est cochée par défaut. Et je peux de nouveau activer l'indexation ou pas des fichiers. On peut de nouveau programmer la tâche, et là on voit qu'il y a une nouvelle option qui est After this job, donc après cette sauvegarde. Quand vous en avez plusieurs, ça peut être bien, ça peut vous permettre de les enchaîner si vous voulez pas qu'elles se fassent tout en même temps. Là je fais appliquer, finish, et elle apparaît ici, sauvegarde AD1. On voit que cette fois c'est un type Windows Agent Backup. Alors si vous voulez plus de détails pour les sauvegardes qui sont en cours, vous avez sur le côté gauche là, Running. Alors on voit que la sauvegarde a bien été continuée, on a l'indexation des fichiers qui s'est fait, on voit le disque C qui a été repéré, donc qui fait normalement 14 Go au total. On voit qu'on a au total 14,4 mégas à copier de notre répertoire 6vol. Et vu que c'est la première copie, on voit ici dans le transféré qu'il a pris l'ensemble des fichiers. Donc là, la sauvegarde se finalise. On va aller voir côté serveur de fichiers ce que ça nous a créé comme fichier pour clôturer cette vidéo. Je suis retourné sur le serveur de fichiers sur lequel j'avais créé la destination de sauvegarde au début de vidéo. Et on va voir ici dans le dossier sauvegarde que j'avais donc créé, on va retrouver les noms de mes différentes tâches de sauvegarde. Donc sauvegarde AD1, sauvegarde VM. Et si je vais par exemple dans sauvegarde VM, je vais retrouver ici les différentes extensions de sauvegarde de Vim. Alors, VBK, c'est pour les sauvegardes complètes. VBM, ça va être le catalogue de sauvegarde, donc c'est ce qui va gérer l'ensemble des chaînes de sauvegarde. Et vous retrouverez aussi pour les sauvegardes incrémentielles du VBI. Donc ça, c'est Vim Backup incrémentiel. Donc voilà, ça clôture notre vidéo de sauvegarde Vim où je vous ai présenté comment installer la solution Vim sur un serveur dédié. Je vous ai présenté comment on paramétrait une infrastructure de sauvegarde en connectant une source de sauvegarde et une destination de sauvegarde, et je vous ai montré comment paramétrer une sauvegarde pour un hyperviseur sous Microsoft Hyper-V et un serveur autonome sous Windows Server. Bien évidemment, en production, vous devrez sécuriser davantage ce serveur et ses sauvegardes. Le but de cette vidéo, c'était de montrer les fonctionnalités et le fonctionnement de Vim. N'hésitez pas à me suivre pour voir la prochaine vidéo où je vous montrerai d'autres fonctionnalités sur Vim Backup. À bientôt!